Hello, je suis Sarah, derrière le compte Madame la Juriste. Ma mission à moi, c'est de faire en sorte que le droit ne soit vraiment plus vu comme ton ennemi, mais vraiment comme un allié dans ton business pour aller plus loin et pour atteindre plus facilement tes objectifs. Je le fais, je t'accompagne via deux possibilités. Soit je te fournis en fait des modèles d'actes juridiques qui vont te permettre de te mettre en conformité, d'anticiper les problèmes dans ton business, ou soit je t'accompagne à passer de micro-entreprise à société et à aller encore plus loin, à aller vraiment défoncer ces barrières qui viennent dans ton esprit, te dire que tu n'es pas capable, te dire que tu n'es pas assez. Et moi, vraiment, j'ai envie de te montrer que c'est possible parce que j'ai accompagné d'autres entreprises à le faire et parce que je suis passée moi-même par ces questionnements que tu te poses actuellement. Hello, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Ça fait un petit moment que je n'étais pas là, donc si tu suis assez régulièrement le podcast, mais que tu me suis aussi sur les réseaux sociaux, tu as vu que j'ai eu un hiver assez costaud où je suis tombée malade quasiment toutes les semaines, donc je n'avais pas la voix, je n'avais pas la possibilité de vous faire des enregistrements de podcast avec ma voix normale. Donc là, enfin, petit retour à la base et je peux de nouveau vous parler sous ce format de podcast que j'apprécie tout particulièrement. Et vous l'avez vu aujourd'hui avec le titre de cet épisode de podcast, nous allons parler de ce qu'il faudrait trouver dans tes conditions générales de vente et ce qui normalement devrait être là si jamais ton client ou ton prospect a besoin de trouver une information dans un document. Et en l'occurrence, ce document incontournable juridique a été prévu pour ça, pour répondre à toutes ces problématiques. Donc des conditions générales de vente pour ceux qui sont pas encore très familiarisés avec le concept, ça arrive. Peut-être que vous arrivez à peine sur mon compte et que vous tombez sur cet épisode. Je vais vous expliquer en quoi ça consiste. Les conditions générales de vente, c'est un document qui doit récapituler toutes les règles applicables dans son entreprise relatives à la vente. Donc en lien avec le rapport achat et vente. Donc le lien par rapport au client qui va acheter auprès de toi un de tes services, un de tes produits, une de tes formations par exemple ou un de tes coachings. Et de l'autre côté, pour sécuriser aussi les règles qui te permettront à toi en tant qu'entrepreneur d'être protégé concernant la vente. Donc le fait que toi, tu es responsable de proposer tes services, tes produits, tes formations ou tes coachings. Et du coup, tout ce que cela implique pour te protéger. Ouais, je vends, mais pas sous n'importe quelle condition. Donc c'est pour ça qu'il y a certaines trames juridiques à respecter pour que les conditions générales de vente soient 100% sécures. Et d'ailleurs, en fonction de ton domaine d'activité, tu peux trouver un guide dans le site internet Legal Pitch, donc legalpitch.fr. Il y a des guides juridiques qui sont totalement gratuit et adapté à toi. Donc, si tu es dans le domaine du coaching, si tu es dans le domaine de la formation, si tu es dans le domaine de la vente de produits digitaux ou physiques, ou si tout simplement tu es prestataire de services. Donc là, je te fais un petit condensé de ce qu'il faut voir et retrouver dans toutes les conditions générales de vente, mais il y a aussi des variantes en fonction de ton domaine d'activité et ça, je vais au fur et à mesure entrer dans les détails. Mais voici la trame juridique classique qu'il faudrait retrouver dans tes conditions générales de vente, peu importe ton domaine d'activité. Déjà, faut partir du principe que ton prospect ou ton client, il va scanner un peu tes conditions générales de vente en fonction de ce qu'il veut savoir comme information. Donc, si tu structures tel que c'est présenté ici tes conditions générales de vente, déjà tu facilites la lecture pour ton client ou ton prospect et donc tu facilites sa compréhension. Ça, c'est juste naturel. C'est comme quand on va acheter un livre à la Fnac ou que sais-je dans une librairie, on s'attend pas à connaître la fin dès le début. Il faut quand même passer par certaines étapes. Et c'est pareil pour tes conditions générales de vente. Il faut suivre quand même la trame juridique de base pour pouvoir raconter une histoire. Et textuellement, ça commence toujours par un début, par un milieu et par une fin. Et on essaye d'épouser le plus possible les étapes de la prestation en elle-même ou du service ou de la vente du produit. Donc, première étape, en général, on parle toujours de l'objet de l'accord. Pourquoi on s'est mis d'accord ? Pourquoi ton client a accepté de payer chez toi ? Pourquoi, de ton côté, tu as accepté de lui vendre tes services ou tes produits ? Et donc, la première partie, c'est souvent l'objet, en fait, de l'accord. Qu'est-ce qu'on s'est promis, en fait ? Et si toi, dans
les services que tu proposes, tu promets des accompagnements en rédaction web. Là, en l'occurrence, il faudra préciser dans tes conditions générales de vente quel type d'accompagnement tu proposes et quelles sont les possibilités, par exemple, pour ton client de faire appel à toi. Et pareil pour les produits, si tu es une entreprise spécialisée dans les produits artisanaux faits pour les bébés, création de couffins, création de petites écharpes, etc. Tu vas préciser un petit peu quel type de produits on peut trouver sur ton site internet. Et donc, par logique, les produits dont tu n'auras pas parlé sur ton site internet ne seront pas attendus comme étant commercialisés de ta part et donc n'entreront pas forcément dans le champ de ta protection juridique. C'est pour ça qu'il faut penser large dans ce qu'on propose comme service ou comme produit à la vente. Donc deuxième partie, en général, on va aussi parler de la tarification. Donc ça dépend, moi j'organise pas toujours textuellement comme ça, mais en général c'est ce qu'on trouve la plupart du temps dans les conditions générales de vente, que ça se suit. On te parle d'abord des services ou de ce que l'entreprise propose et ensuite on parle de ce que ça coûte pour toi d'en avoir accès, de pouvoir les acheter. Et donc en l'occurrence, on peut aussi très bien faire suivre par une clause concernant la tarification. Donc dire combien ça coûte, quelles sont les conditions, si jamais tu veux acheter chez moi, est-ce que je te propose un paiement une fois, en plusieurs fois, comment ça se passe, est-ce que parfois il y a des types de conditions générales de vente assez particulières où dedans on va inclure aussi des prestations d'affiliation ou autres. Si jamais grâce à toi j'ai une vente, quel va être ton pourcentage de commission, au bout de combien de temps, quels sont les délais de paiement. Justement, troisième point qu'on voit souvent à la suite de la partie tarification, c'est justement les délais de paiement. Est-ce qu'ils sont immédiats? Est-ce qu'ils sont rallongés? Est-ce qu'ils sont prolongés? Donc ça, tout ça, c'est à définir. Tout le monde n'a pas les mêmes délais de paiement. Moi, par exemple, je fonctionne par paiement immédiat, c'est-à-dire dès qu'il y a la commande, le paiement doit être fait immédiatement pour pouvoir déclencher l'envoi des liens. Mais pour certaines autres personnes, tu peux acheter un produit et payer sous 30 jours. Ça peut être des propositions spéciales ou ça peut être tout simplement un mode de fonctionnement de l'entreprise. Et ça, il n'y a pas de règle qui t'empêche de le faire en fait. Donc il suffit de trouver la bonne règle qui te correspond toi dans ton entreprise. Et pareil, dans délai de paiement, on inclut aussi les paiements plusieurs fois. Si tu accordes des possibilités, des aménagements de paiement, sur une prestation de 1 000 €, tu laisses le paiement 10 fois, bien sûr qu'il faut aussi le protéger juridiquement dans cette partie-là. Quatrième partie aussi à anticiper, c'est tout ce qui concerne les pénalités de retard. Faut savoir que tous les clients ne sont pas forcément très rigoureux sur le suivi de leur débit bancaire. Donc, tu peux avoir autant des clients qui oublient tout simplement « Ah, j'ai oublié de te faire le virement, donc je suis désolée, etc. » Mais tu as aussi des clients qui sont parfois de mauvaise foi ou qui ferment les yeux ou qui n'ont pas les fonds et qui ne te l'ont pas dit honnêtement en s'engageant auprès de toi et qui vont parfois te faire subir des impayés. C'est pour ça que cette clause de pénalité de retard est prévue par la loi et te permet bien sûr de faire courir au taux d'intérêt légal en vigueur, souvent 3 fois, voire 10 fois le taux d'intérêt légal en vigueur, à pouvoir aussi, en fait, tout simplement sauvegarder tes intérêts à partir du moment où la personne est en retard par rapport au délai de paiement que tu avais fixé. Cinquième point, qui est aussi très en lien avec tout ce lien de paiement, mais toutes les informations concernant les indemnités de recouvrement, puisque il est obligatoire de faire figurer dans tes documents juridiques le montant forfaitaire que devra payer ton client si jamais tu fais appel à un service de recouvrement qui soit amiable ou judiciaire. Et donc en général, on est autour de 40 €. Ensuite, sixième point, c'est sur le traitement des données personnelles. Parce que oui, effectivement, ton client, il va te donner certaines informations pour que la prestation puisse quand même avoir lieu correctement et que tu puisses pouvoir le contacter, lui envoyer, les liens même par mail, l'appeler pour les rendez-vous individuels et puis même pour des informations de facturation, tu auras besoin de ces informations concernant les données personnelles. Donc, il y a tout un volet RGPD qu'on est quand même obligé d'indiquer, même si on a une politique de confidentialité, on est obligé d'indiquer dans ces conditions générales de vente une clause relative aux données personnelles assez précise. Ensuite, donc les obligations respectives, on les retrouve souvent en 7e point avec la part de chacun. Par exemple, si tu es rédactrice web, je redonne encore cet exemple, toi, tu dois livrer, les contenus pour le site internet du client avant son lancement. Donc, par exemple, ça, c'est la date butoir. Et par contre, en l'occurrence, le client doit te livrer toutes les explications, toutes les vibes, toutes les trames, en fait, qu'il voulait que tu respectes pour l'écriture de ces pages de vente-là avant que tu commences la rédaction. Donc, du coup, il aura aussi son propre délai à respecter. Pareil, si tu as dit qu'il y avait seulement 3 allers-retours possibles pour les modifications, lui, il est obligé de respecter ça. Donc toutes les obligations respectives, on peut voir assez large, mais en général, c'est une clause à part qui permet de synthétiser tout ce qui est à respecter des deux côtés.
Ensuite, on a la partie annulation, rétractation. Donc ça, c'est souvent un 8e point. Qu'est-ce qui se passe si jamais il y a une personne qui a besoin de revenir sur son avis? Est-ce qu'elle a le droit de le faire sur son engagement? Est-ce qu'elle a le droit de se désister? Si oui, pendant combien de temps? Est-ce que la loi l'a imposé ou si c'est une proposition commerciale? Donc ouais, ça chauffe un petit peu au niveau de la tête là, mais ça fait partie de tout ce qu'il faut prévoir. Ensuite, en 9e point, on retrouve souvent la question de la réservation et des inscriptions. Moi, je le mets personnellement, je le mets souvent en haut au début parce que j'essaye de respecter une chronologie, mais c'est vrai que dans beaucoup d'autres contrats, on peut trouver aussi un petit peu en bas. Donc, quelles sont les conditions finalement de réservation ou d'inscription pour accéder à ton service qui te permettrait du coup de pouvoir refuser dans certaines conditions de vendre tes services à une catégorie de personnes qui n'est pas la cible. Imaginons, tu vends, des services pour apprendre, à traiter ces cycles, de règles, je n'en sais rien. Et du coup, il faut que la personne qui soit cliente ait des règles, parce que du coup, sinon, un cycle menstruel, que ce soit une personne qui, peu importe le genre de la personne, il faut juste qu'elle ait un cycle menstruel, sinon, effectivement, ce n'est pas la cible de ce produit et ce produit ne lui sera pas utile. Donc, très sincèrement, c'est là où aussi il faut penser à tout ça. Et si jamais tu fais partie si tu crées une formation professionnelle, c'est ici aussi qu'il faut indiquer les conditions, le programme de formation, comment tu fais pour sélectionner les candidats et t'assurer que les prérequis sont bien respectés, etc. Ensuite, traditionnellement, on tombe sur la partie litige, les problèmes qui peuvent arriver dans le cadre de la prestation. Qu'est-ce qui peut être problématique si jamais ton client et toi, vous n'êtes pas d'accord? Quelles sont les procédures à respecter à l'amiable et aussi au niveau judiciaire? Ensuite, on a la partie du droit applicable. Ne me demandez pas pourquoi, mais ça se trouve souvent à la fin, à côté de tout ce qui est tribunal compétent et litige. Mais tout simplement parce qu'en général, quand on se pose la question du droit applicable, c'est on sent un peu la merde là, on sent un peu les problèmes, on sent un peu le côté un peu genre on va aller un peu se disputer, on va un peu se fighter sous des mises en demeure et tout. Donc c'est normal qu'on le retrouve souvent à côté de la partie résolution de litige. Donc, on va expliquer quel est le droit applicable et ça a toute son importance, notamment si vous faites du droit, si vous vendez aux clients dans les 4 coins du monde, il faut qu'on puisse savoir si vous avez un litige, quel droit appliquer, parce que si vous ne le précisez pas, on pourrait être tenté d'appliquer le droit du client et le droit du client n'est pas nécessairement celui que vous connaissez. Si, on a un litige avec une personne en France et que le client nous on est en France et que le client est au Brésil, ce ne seront pas du tout les mêmes règles qui seront applicables, quoi. Donc, on ne sera pas protégé par le côté aléatoire. Et dernier point qu'on retrouve traditionnellement, c'est les questionnements concernant le tribunal compétent. Quel est le tribunal compétent justement à cause de ce volet international en ligne, etc. Si jamais il y a un litige, quel est le tribunal qui pourra traiter le litige? Et ça, on a plus de liberté quand notre client est professionnel que lorsque notre client est consommateur. Ça, c'est la base. Mais j'imagine que là, vous vous dites, il y a déjà énormément de choses à voir, c'est lourd, il y a beaucoup de choses, etc. Sachez que ça, c'est les trames juridiques qui sont obligatoire, c'est-à-dire que simplement obligatoire par la loi et que l'on peut retrouver dans les préconisations du code de commerce notamment. Ok, mais c'est pas les seules clauses qu'il faut faire figurer dans vos conditions générales de vente. C'est pas parce que les autres clauses sont facultatives qu'elles ne doivent pas se retrouver dans vos conditions générales de vente. Elles sont facultatives parce que la loi ne les a pas imposées, mais elles ne sont pas facultatives pour pouvoir avoir une protection juridique à 360 degrés. Je vous donne quelques exemples de clauses que moi, je rajoute par rapport à ce que la loi a imposé, mais déjà la propriété intellectuelle. Les gars, on n'est pas là pour travailler gratuitement, surtout en ligne. Quand vous faites de la création de contenu, quand vous êtes rédacteur, ou même quand vous vendez, des templates et tout, c'est des produits digitaux. C'est pas pour que les personnes viennent copier et les republier telles quelles sur leur site internet parce que pour elles auront eu la cession de droit. Il faut toujours être super précautionneux et répéter pourquoi, en tant qu'auteur, vous ne cédez pas les droits pour tel ou tel produit, répéter dans quelles conditions vous cédez les droits si c'est le cas, etc. Donc, propriété intellectuelle, on l'inclut. Il y a aussi, par exemple, les modalités de report, les modalités d'annulation, même quand le droit de rétractation ne s'applique pas. Les modalités aussi de suspension, parce que tout ça, ça va un peu ralentir le rythme de la prestation en fonction des aléas qui peuvent arriver entre vous. Et au moins là, vous aurez anticipé en amont dans quelles conditions ça peut se passer, si en cas de report ou d'annulation, la personne peut être dédommagée, remboursée, etc. Donc ça, vous avez la possibilité de le prévoir en avance et c'est pas du luxe.
Après, il y a aussi toutes les questions des modalités d'exécution aussi de la prestation. Vous pouvez aussi répéter un peu, étape par étape, comment ça se passe pour pas être sollicité 500 000 fois par email. Par exemple, un client qui prend une prestation de service avec vous et qui vous écrit tout le temps, qui veut des appels tout le temps, mais vous n'avez pas cadré la prestation et du coup, le champ d'accompagnement. Donc, du coup, vous ne gagnez pas en protection par rapport à vous parce que votre client pourrait estimer que vous ne respectez pas votre part du contrat puisqu'il n'aura pas compris les limites de ce fameux contrat-là. Donc, voilà, ça, c'est quelques petits exemples. J'ai plein de clauses en tête aussi parce que j'en ai plus de 80 dans mon bar à modèles. Donc, il y a plein de choses qu'on peut s'amuser à compléter dans ces conditions générales de vente. Et c'est pour ça que moi, je propose des packs par domaine d'activité où vous vous concentrez pas seulement sur vos conditions générales de vente, mais sur tout l'écosystème de votre protection juridique, à la fois pour votre politique de confidentialité sur le traitement des données personnelles, vos mentions légales si vous avez un site, et aussi tous les documents qui viennent composer en fait votre protection juridique et vous assurer de ne rien oublier, de ne pas laisser une petite zone d'ombre qui ne vous protégerait pas si vous avez un souci avec vos clients. Et en prenant ce pack, vous avez aussi accès à un bonus qui concerne le forum, le Legal Talk, qui contient une grosse partie FAQ qui est assez vivante quand même, je trouve, et j'en suis très fière, où du coup, les différents clients, les legal friends viennent poser des questions, ont des réponses, et puis vous pourrez tout simplement chercher la réponse aux questions que vous vous posez. Et il y a aussi toute la partie sur les clauses. Il y a plein de clauses supplémentaires que vous pouvez venir ajouter dans vos documents pour pouvoir un peu façonner, construire en mode Playmobil votre protection juridique sans oublier des éléments importants et protecteurs. Donc, je ne sais pas si c'est le cas pour vous, je ne sais pas si vous avez déjà des conditions générales de vente, mais je serais ravie d'en discuter avec vous. Donc, déjà, 2 choses à voir ensemble. Si tu n'as pas téléchargé ton guide juridique gratuit, c'est le moment. Vas-y, fonce, va télécharger sur legalpitch.fr. Et deuxième point, si jamais tu n'as pas encore TCGV, tu peux foncer et prendre le pack qui correspond le plus à ton domaine d'activité sur legalpitch.fr. Voilà, j'espère que cet épisode de podcast t'aura plu et t'aura permis de mieux comprendre ce qu'il faut trouver dans tes conditions générales de vente et en tout cas peut-être faire le ménage ou rajouter encore des clauses. Et je serai ravie d'échanger avec toi directement sur Instagram, sur mon compte Madame la Juriste ou alors sur legalpitch.fr directement sur Instagram. Je te dis à très bientôt pour un prochain épisode de podcast. Slip into your dreams tonight.